Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans un sujet dense et crucial. La révolution algérienne, 1954-1962. Bonjour. Oui, 8 années d'une guerre d'indépendance qui a mis fin à plus de 130 ans de colonisation française. Une période d'une violence extrême. Tout à fait. On va essayer de décortiquer ça en s'appuyant sur pas mal de recherches pour saisir l'essentiel, comprendre les causes, le déroulement et puis les traces que ça a laissées. Exactement. Et d'ailleurs, un point intéressant d'emblée, c'est cette difficulté française à nommer les choses. On a longtemps parlé des événements. Ah oui, les fameux événements d'Algérie. C'est ça. Il a fallu attendre 1999 pour que le terme « guerre d'Algérie » soit officiellement reconnu en France, presque 40 ans après la fin. C'est fou ce décalage. Bon, alors, revenons aux sources de ce conflit. Ça ne commence pas en 1954, évidemment. Il y a d'abord la conquête, dès 1830. Oui, une conquête menée avec une grande brutalité. On pense à la politique de la terre brûlée, par exemple. Très vite, un système profondément inégalitaire se met en place. Avec notamment ce fameux Code de l'indigénat de 1887. C'était quoi exactement ? Eh bien, c'était bien plus que de simples lois discriminatoires. C'était un véritable système juridique qui plaçait la population algérienne musulmane dans un statut d'infériorité permanent. C'est-à-dire ? Concrètement, justice spéciale, impôts spécifiques, travail forcé possible, confiscation de terres facilitée, accès très restreint à la citoyenneté française, l'Algérie était gérée comme une dépendance économique. Une sorte d'annexe, mais sous-développée. C'est ça, avec des écarts énormes, plus de 85% d'analphabétisme chez les Algériens à la veille de la guerre, des problèmes de malnutrition, une société vraiment fracturée. Dans ce contexte, difficile d'imaginer qu'une résistance ne finisse pas par éclater. Le nationalisme a commencé à monter, avec des mouvements comme le PPA. Mais quel a été l'élément déclencheur de la lutte armée ? Pour beaucoup d'historiens, le tournant décisif, ce sont les massacres de mai 1945. À Sétif, Guelma, Kherrata. Juste après la fin de la guerre en Europe. Exactement. Des manifestations nationalistes sont réprimées dans le sang. On parle de milliers, voire de dizaines de milliers de morts côté algérien. Le chiffre exact est encore débattu, mais l'ampleur est là. Et l'impact ? Immense. Pour toute une génération de nationalistes, ça a été la preuve qu'une indépendance négociée pacifiquement était impossible avec la France. Ça a radicalisé le mouvement, creusé ce que certains appellent un fossé infranchissable. D'accord. Donc la conviction s'installe que seule la lutte armée peut aboutir. Et c'est là qu'intervient le FLN. Précisément. Après des tensions internes au sein du principal parti nationaliste, le PPA-MTLD, une nouvelle génération de militants, plus jeunes, plus radicaux, décide de passer à l'action. Il crée d'abord le CRUA, un comité secret. Puis le FLN. Voilà, le Front de Libération Nationale. Et c'est ce FLN qui organise l'insurrection du 1er novembre 1954, la fameuse Toussaint Rouge. Plus de 30 actions coordonnées à travers l'Algérie, c'était une déclaration de guerre, avec un but clair, l'indépendance totale. On a donc d'un côté le FLN, qui devient la force politique et militaire principale, avec son bras armé, la LN, l'Armée de Libération Nationale, organisée en wilaya, les zones militaires. Et puis, à partir de 1958, le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, qui gère la partie diplomatique et politique depuis l'extérieur. Et en face, quelle est la réaction française ? Elle est d'abord surprise, puis massivement militaire. L'armée française va déployer des centaines de milliers d'hommes. On met en place des stratégies de contre-insurrection, comme le quadrillage du territoire. Des grandes offensives aussi comme le plan Chal ? Oui, entre 1959 et 1961, le plan Chal vise à démanteler les maquis de la LN. Il y a aussi la construction des lignes Maurice et Chal, des barrages électrifiés aux frontières tunisiennes et marocaines pour couper la LN de ses bases arrières. L'armée française s'appuie aussi sur des Algériens ? Oui, les supplétifs, qu'on appellera plus tard les harkis. Leur histoire est complexe et tragique, on y reviendra. Donc, deux logiques s'affrontent. Guérilla, attentat, guerre asymétrique côté FLN. Et de l'autre côté, une guerre de contre-insurrection qui va employer tous les moyens. Et c'est là qu'on touche à un point très sombre, l'usage généralisé, systématisé de la torture par certains services de l'armée française. Révélé notamment à l'époque par le livre « La question d'Henri Alleg ». Exactement. Un témoignage qui a eu un retentissement énorme, même si la reconnaissance officielle de ces pratiques en France a été très très tardive. Et la guerre n'est pas seulement franco-algérienne, il y a aussi des conflits terribles entre Algériens. Absolument.
Une guerre dans la guerre très dure entre le FLN et le MNA de Meseliadj, un autre mouvement nationaliste rival. Le massacre de Mélouzan en mai 1957 en est l'exemple le plus tristement célèbre. Sans parler de la violence de l'OAS après 1961. Oui, l'organisation de l'armée secrète, des partisans acharnés de l'Algérie française, militaires et civils, qui refusent l'indépendance et vont multiplier les attentats sanglants contre les Algériens, mais aussi contre les Français jugés trop libéraux ou les institutions. Cette guerre dépasse aussi très vite les frontières de l'Algérie. Tout à fait. Elle prend une dimension internationale majeure. Le FLN mène une intense bataille diplomatique, notamment à l'ONU, même si la France invoque la non-ingérence dans ses affaires intérieures. La pression monte. Oui, notamment avec le soutien du mouvement des non-alignés dès la conférence de Bandung en 1955. Et puis il y a les soutiens concrets. Les pays arabes, en particulier l'Égypte de Nasser, qui fournit armes, formation et une tribune radio avec la voix des Arabes. Et les voisins immédiats. La Tunisie et le Maroc, une fois indépendants en 1956, deviennent des bases arrières cruciales pour l'ALN, malgré les tentatives françaises de les isoler avec les lignes fortifiées. Toute cette pression militaire, politique, diplomatique, ça finit par user la France et la pousser à négocier. Oui. Et ça conduit aussi à une crise politique majeure en France. La chute de la 4e République et le retour au pouvoir de De Gaulle en 1958. C'est lui qui va, progressivement, s'orienter vers l'autodétermination. Ce qui mène aux accords d'Évian en mars 1962. C'est ça. Négocié entre le gouvernement français et le GPRA. Il prévoit un cessez-le-feu, applicable dès le 19 mars, et l'organisation d'un référendum d'autodétermination en Algérie. Il fixe aussi les grandes lignes de la future coopération. Mais la fin de la guerre est loin d'être apaisée. Non, c'est une période chaotique et tragique. L'OS déchaîne une violence extrême, politique de la terre brûlée, attentats aveugles. C'est aussi le moment de l'exode massif et rapide de la quasi-totalité des Européens d'Algérie. Les pieds noirs, près d'1 million de personnes en quelques mois. Voilà. Et puis il y a le drame effroyable des Harkis. Désarmés après le cessez-le-feu, largement abandonnés par la France malgré les promesses de protection, des dizaines de milliers d'entre eux vont être massacrés par représailles dans les mois qui suivent l'indépendance. Une véritable tragédie, une page noire. Et un point important à noter, souvent moins connu. Peu après Évian, en mai-juin 1962, le FLN réuni à Tripoli adopte un programme qui, en secret, désavoue largement ses accords. Oui, ils sont jugés trop favorables aux intérêts français, qualifiés de néocolonialistes. Ça montre déjà les orientations futures de l'Algérie indépendante. Le référendum a lieu le 1er juillet 1962. Avec un résultat sans appel, 99,7% de oui à l'indépendance en coopération avec la France, selon les termes d'Évian. L'indépendance est officiellement proclamée le 5 juillet 1962. Quel héritage laisse cette guerre-là? Et il est immense, des deux côtés. Colossal, oui. Pour l'Algérie, c'est la naissance d'une république, mais très vite dominée par le FLN comme parti unique jusqu'en 1989. L'armée, l'ANP, issue de l'ALN, joue un rôle politique central. L'économie est largement nationalisée, mais le pays fait face à d'énormes défis sociaux et économiques. Et côté français? La guerre provoque la chute de la 4e République, l'instauration de la 5e avec De Gaulle et un régime présidentiel fort, mais elle laisse surtout un traumatisme profond et durable. Les fameuses guerres de mémoire. Exactement. Entre les différents groupes sociaux, les pieds noirs rapatriés, les Harkis et leurs descendants, les anciens combattants français, les immigrés algériens en France, chacun a sa mémoire, souvent douloureuse et conflictuelle. Il y a eu un long silence officiel sur la torture, sur la nature même de la guerre. Et sur le plan international? L'Algérie indépendante devient un acteur important sur la scène internationale, un leader du mouvement des non-alignés, un symbole de la décolonisation. Les relations avec la France resteront évidemment très complexes, marquées à jamais par ce passé. Donc, pour résumer, une révolution née d'une colonisation longue et brutale, une guerre totale aux multiples facettes, militaires, politiques, psychologiques, internes, et des conséquences profondes qui se font sentir encore aujourd'hui. Tout à fait. Et peut-être une question pour finir qui ouvre la réflexion, au-delà de l'histoire factuelle, comment toutes ces mémoires fragmentées, parfois antagonistes, celles des différents groupes algériens, des pieds noirs, des Harkis, des appelés français, comment ces mémoires continuent-elles de façonner les identités, les débats publics et même les relations personnelles des deux côtés de la Méditerranée? Comment ce passé, qui a tant de mal à passer, influence-t-il encore notre présent commun?